Mais en fait, il y a plein de sujets autour de tout ce qui est neurosciences et psychologie cognitive qui demandent souvent un éclairage un peu plus poussé. Parfois, il y a des fausses croyances qui se baladent, parfois, il y a des mythes, puis quelquefois, il y a des choses extraordinaires donc, que personne ne sait, en fait, et qui mériteraient d'être partagées parce que ça nous apprend plein de choses sur le fonctionnement humain, sur notre rapport au monde, quelquefois avec des débouchés thérapeutiques, quelquefois dans d'autres dimensions. Mais c'est vrai qu'il y a plein de possibilités autour de ces connaissances-là, et j'ai l'impression que c'est un terrain qui reste un petit peu particulier parce que d'un côté, les gens qui font de la vulgarisation scientifique, quelquefois, sont pas très à l'aise avec les questions de d'hypnose et tout ça parce que ça leur paraît être un peu dans une frontière entre rationnel, pas rationnel et tout ça. Alors on va voir que non. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de récupération du côté des gourous entre guillemets de tout ce qui est quantique, etc. Et c'est vrai que entre les deux, cette frontière qui permet de parler vraiment avec une certaine rigueur de la science, mais tout en la rendant accessible, elle est assez peu présente quand même dans nos domaines, justement. C'est quoi aujourd'hui les définitions de l'hypnose qui sont en train d'émerger? Parce que peut-être que ces définitions, elles ont changé à travers le temps et ça serait intéressant d'essayer de comprendre pourquoi, parce que ça nous raconte aussi quelque chose sur notre rapport à la connaissance. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un état d'hypnose qu'on peut valider avec des neurosciences et est-ce qu'en fait c'est une bonne question à se poser? J'ai été journaliste pendant plus d'une dizaine d'années. J'ai adoré ce métier. Il m'a rendu encore plus sensible que je ne l'étais. En fait, j'ai toujours été passionné par le champ politique au sens large, pas la politique politicienne, mais la place du citoyen et de la citoyenne dans la cité. Et le fait d'arriver ensuite à l'hypnose a nourri ma façon de comprendre encore différemment la communication en politique, comme dans l'interaction individuelle. L'hypnose telle qu'on l'utilise au XXe siècle, elle est avant tout là pour nous libérer et ne pas nous emprisonner. Elle est là pour nous libérer de représentations erronées. Mais depuis très longtemps, l'hypnose jouait un autre rôle dans l'imaginaire collectif, puisque on a souvent vu l'hypnose comme une façon d'aliéner, d'enfermer, de faire vivre à quelqu'un une expérience éventuellement en désaccord avec ses besoins. Alors, c'est pas du tout ce qu'est l'hypnose, mais par exemple, déjà quand j'étais enfant, mon papa citait un livre important de 1939 qui s'appelle Le viol des foules par la propagande politique de Serge Tchakotine, dans lequel il y avait déjà un parallèle entre la propagande et l'hypnose. Donc, l'idée, c'était avant tout de montrer comment il y avait des mécanismes d'influence qui venaient construire nos représentations et notre consentement politique. C'est plus de la manipulation, de l'influence. Après, on en retombe toujours sur c'est quoi l'hypnose? On sait que, en tout cas, l'hypnose est un art de l'influence qui peut être utilisé pour émanciper des gens, comme il peut être utilisé pour les aliéner, en fait. Ça dépend, c'est comme tous les outils, j'ai envie de dire. Et le cœur du point commun entre les deux, je crois, c'est la maîtrise de l'attention. C'est-à-dire que l'art de l'hypnose, c'est avant tout l'art de capter et de diriger l'attention. Et pour le coup, en matière de propagande ou de manipulation, on est là aussi sur un art de fixation de l'attention pour l'essentiel. C'est peut-être la partie qu'on contrôle le mieux, en tout cas. Et je voudrais ajouter un truc, hein, c'est que c'est parfaitement normal que nos politiciens nous manipulent. C'est leur rôle. Leur rôle, c'est d'obtenir notre consentement. Déjà, c'est intéressant de se dire que peut-être il n'y a pas tant besoin que ça de manipulation en dictature, puisque quand on est dans un régime autoritaire,
peu importe que les gens adhèrent ou pas, ce qui compte, c'est qu'ils obéissent et la répression et la peur peuvent suffire. Au fond, la manipulation, c'est souvent un outil qui va être utilisé justement pour ne pas limiter les rapports humains aux rapports de force. Donc, de ce point de vue-là, déjà, en donnant leur quitus de l'intention. Après, il y a manipulation et manipulation. Autant c'est légitime d'influencer l'opinion des citoyens, autant il y a des procédés qui sont plus honnêtes que d'autres. Et c'est là que souvent on fait une différence entre influence, qui serait une façon de mobiliser l'adhésion ou le consentement d'autrui de manière légitime et éthique, et la manipulation, qui serait une forme d'influence malhonnête. Mais je ne suis pas sûr que cette distinction soit complètement juste. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut au minimum dater de l'époque des sophistes dans la Grèce antique, puisque déjà à l'époque était dénoncée la manière dont les arguments pouvaient ne pas être valides rationnellement et servir juste pour obtenir l'adhésion de quelqu'un. Souvent, ce sont hein, les mêmes techniques qui sont malhonnêtes ou honnêtes. Là, encore une fois, je crois que la première, c'est la captation de l'attention. Et donc, ça vient avec ce qu'on a appelé à la fin des années 60, si j'ai bonne mémoire, l'effet d'agenda. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est soumis à notre attention dans l'information politique et qu'est-ce qui n'est pas soumis à notre attention. Il y a un bon point de repère, je trouve, c'est dès lors que quelque chose n'est pas essentiel au présent, on peut se poser la question de pourquoi les médias en parlent. En fait, au fond, c'est aussi lié à l'effet d'amorçage. Alors là, on retourne à la psychologie sociale, entre autres. C'est cette idée que quand on échange sur un sujet fréquemment, on oriente cognitivement les gens. Encore une fois, par rapport à ça, il y a un élément qui est important, c'est de se rappeler que la manipulation n'est pas si efficace que ça. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, les opinions sont déjà déterminées et assez largement figées chez la plupart des gens. Mais en fait, il n'y a pas besoin de convaincre tout le monde pour convaincre une élection. Il n'y a besoin de convaincre que les indécis. Donc, souvent, l'enjeu de la manipulation va plutôt porter sur les indécis, les gens qui ne savent pas quelle est exactement leur opinion ni vers quoi pencher. Pour la plupart des gens, ça n'aura pas d'effet. Une façon, en tout cas, assez simple d'observer, c'est d'observer quels sont les sujets principaux dans les médias au sens large, puisqu'on reviendra sur le rôle des réseaux sociaux, de l'IA, etc. Quelle est l'intensité émotionnelle? Qu'est-ce qui se passe juste avant ou juste après? Est-ce que c'est une façon de détourner l'attention de quelque chose? Est-ce que ce sujet est urgent ou est-ce qu'il est récurrent? Qu'est-ce qui fait que des sujets qui sont en permanence de l'actualité vont soudain remplir l'espace médiatique au sens large? Souvent, là, il y a un indice qu'il y a une manipulation, surtout quand ce sont des sujets à forte charge émotionnelle. On peut se poser des questions, par exemple, toutes simples, c'est est-ce que cet événement est d'une importance et d'une actualité suffisante pour justifier un traitement de premier plan? Tous les sujets donc, dont la pertinence s'étend dans la durée n'ont pas de raison d'être répétés en boucle soudain. Qui est à l'origine de l'événement aussi? Est-ce qu'il y a une initiative d'un groupe ou d'un autre qui justifierait qu'on se mette à en parler soudain? Et est-ce que la mise en avant d'un événement est éventuellement profitable à quelqu'un? On a à peu près jamais de preuves de ce genre de choses. Donc, il ne faut pas non plus céder à la tentation de l'idée que tout est complot. Mais ça n'empêche pas de garder une certaine distance critique par rapport aux soudains engouements des médias. Ce qui n'a pas changé, c'est que souvent les ressorts sont les mêmes. Ce qui change, ce sont les outils. Les ressorts, c'est donc d'abord la captation de l'attention.
Après, c'est le plus souvent aussi l'appel à l'émotion parce que ben on réfléchit pas de la même manière quand on est surchargé émotionnellement et quand on est dans une démarche analytique. En plus, quand on s'intéresse à la psychologie, on sait que nous avons tendance à avoir les pensées liées à nos émotions. C'est-à-dire que si nous sommes en colère, par exemple, on va rarement avoir un regard distancié et analytique sur une situation. Donc, on a toujours intérêt aujourd'hui comme hier, quand on veut mobiliser des gens et fragiliser leur sens critique, de faire appel à l'émotion. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a une prime pour, on va dire, les partis les plus radicaux, parce que ce sont ceux qui vont le plus utiliser la colère, qui est une émotion très mobilisatrice. La peur, tout le monde s'en sert, mais avec des variations. En gros, hein, la manipulation de base, c'est de créer la peur et de dire qu'on est les seuls à pouvoir y répondre. Mais comme c'est un peu vieux, ça marche de moins en moins bien. En tout cas, dans les anciennes générations, puisque ça continue quand même à fonctionner. Puis c'est là l'intérêt des nouveaux outils, c'est que ça permet de remettre au goût du jour des vieux mécanismes qui cessent d'être visibles dans un autre contexte, puisqu'avec l'illusion que nous donnent les réseaux sociaux, on croit qu'on assiste à des informations qui émanent de citoyens, alors que bien souvent, elles émanent de fermes à clics, de robots dirigés par un certain nombre d'États. Et du coup, les mécanismes demeurent les mêmes, mais ils s'affichent d'une façon différente. J'en évoque juste deux, trois qui sont essentiels. Un, c'est l'appel à l'émotion et il est central. Un autre, c'est la simplification. C'est si les choses me paraissent simples, elles me paraissent vraies. C'est idiot, hein, parce que ça devrait être le contraire au fond. On devrait se dire, si c'est simple, ça doit pas être si vrai que ça, parce que le réel est souvent plus complexe. Mais comme quand c'est simple, on a le sentiment de comprendre quelque chose, on a le sentiment de trouver les choses plus vraies. Et donc, quand quelque chose nous paraît simple et nous met en colère ou nous fait peur, il y a de fortes chances qu'on soit en train d'être manipulé. Ça change pas, quels que soient les outils. Maintenant, ce qui a beaucoup changé, c'est deux outils majeurs, les réseaux sociaux depuis une dizaine d'années et l'IA depuis 2, 3 ans, qui viennent complètement rebattre les cartes. Parce que avec les réseaux sociaux, on a déjà pu multiplier les comptes factices et faire émerger des actualités comme si elles étaient vraies alors qu'en fait, ce sont donc simplement des émanations souvent de groupuscules liés à des États pour influencer la politique d'un pays ou un autre. Et puis l'IA, aujourd'hui, elle permet des choses insensées, puisque en gros, en quelques heures, on peut mettre en place des milliers de faux comptes, des faux sites Internet, faire des fausses images, faire des fausses vidéos qui paraissent vraies pour quelques centaines d'euros. Donc, ça démultiplie la puissance de la désinformation d'un côté. Et de l'autre, en plus, ces réseaux sociaux nous habituent à des formats courts qui tentent à désengager l'analyse, là encore au profit de l'émotion, puisque l'émotion est à peu près toujours première dans notre système nerveux. On réagit d'abord émotionnellement et après on analyse. Donc, à chaque fois qu'on a des formats courts, ben, l'analyse, elle est beaucoup plus fragile. Ça demande, on peut pas du tout penser de la même manière face à une vidéo de 20 secondes sur TikTok et face à un article d'un quotidien national, par exemple. C'est pas du tout la même façon de s'informer. En dessous de 1 à 2 minutes, l'engagement cortical est faible. Et en fait, ce serait pas un problème si on regardait une vidéo et qu'après on prenait le temps de réfléchir. Mais ce qui se passe, c'est que comme les algorithmes, une fois qu'on a regardé une vidéo, vont nous présenter d'autres vidéos, on n'a pas le temps de réfléchir. Et en plus, souvent, elles vont nous présenter d'autres vidéos qui vont dans le même sens que celle qui nous a activés. J'ai pas le temps de faire de la distanciation, en fait. Je peux pas faire de distanciation cognitive. Et puis, si on parle de l'IA, on critique souvent, et sans doute à juste titre, un certain nombre de mouvements politiques qui sont familiers de la désinformation, souvent pas les plus mesurés.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des choses sur lesquelles nous alertent des gens comme Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, c'est le fait qu'il n'y a plus aucune mesure de sécurité liée à l'apparence physique qui puisse tenir la route ou à la qualité du timbre de voix, puisque l'IA sait parfaitement reproduire tout ça. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high, and the weight of the loss in the fear of the hour. On va retomber dans l'hypnose, hein, pour le coup, parce que j'ai juste envie de citer un de mes hypnotiseurs historiques préférés, en l'occurrence Hippolyte Bernheim, qui déjà en 1884 avait trouvé une très jolie formule pour dire que pour qu'une suggestion s'implante dans l'esprit d'une personne, il fallait qu'elle n'entre pas en conflit avec toutes les suggestions que la culture et l'éducation avaient déjà déposées en lui ou en elle. Donc, on reste vraiment là-dessus. Ces manipulations ne vont qu'agir à la marge sur des personnes qui sont déjà clairement orientées idéologiquement, parce que ce qui nous fait déjà le plus souvent décider, ben, c'est notre éducation. Il y a un très grand nombre de gens qui votent comme la culture familiale. Et donc, c'est un premier point de départ. Alors après, il y a des cultures familiales qui ont pu glisser. Par exemple, on sait que les banlieues rouges autrefois sont devenues des foyers de rassemblement national aujourd'hui. Ça fait partie des évolutions qui ont été largement documentées. Le point commun, je pense, c'est qu'on est toujours dans les mêmes affects de révolte qui sont utilisés différemment. Il faut d'ailleurs noter aussi qu'il y a un certain nombre de pays, de politiques qui s'emploient à utiliser la confusion de manière royale. C'est-à-dire qu'il y a plein de stratégies pour ça. Mais on retombe souvent sur nos émotions et notre éducation, puisqu'il faut comprendre que changer d'avis, c'est toujours coûteux émotionnellement. Changer d'avis, c'est venir lutter contre la dissonance cognitive, c'est accepter l'inconfort généré par une idée différente, c'est se remettre en question, c'est prendre le risque de sa propre image sociale, souvent, puisque c'est changer aussi au regard de notre environnement. Donc, ce qui fait qu'on décide souvent, c'est la routine et la répétition. En fait, le meilleur antidote, ce serait d'avoir de la mémoire. Ce serait de se rappeler des positions des uns ou des autres et de ne pas rester focalisé sur le présent. La plupart des pièges de manipulation ont essentiellement appel à notre mémoire courte, même si malheureusement, je ne crois pas qu'en tant que citoyen, on puisse voter pour le plus honnête, mais plutôt pour le plus efficace. Et ça vient poser d'autres questions, parce que l'éthique n'est pas toujours ce qui fait une bonne politique. Si je suis plein d'éthique, mais que j'arrive jamais au pouvoir, je ne sers à rien, en fait. Inversement, si j'arrive au pouvoir par des moyens non éthiques, mais que j'arrive à passer un certain nombre de réformes qui vont intéresser tel ou tel groupe social, il est assez logique que le groupe social vote pour moi, en tout cas. Ça vient poser d'autres questions. Un homme ou une femme politique qui ne jouerait pas avec les mêmes armes que les autres a une chance extrêmement faible d'arriver au pouvoir.
Et c'est bien d'être intègre et c'est souhaitable. Mais si c'est pour toujours laisser le pouvoir à ceux qui ne le sont pas, c'est pas forcément complètement cohérent. Et ce qu'on sait déjà, c'est que les réseaux sociaux mobilisent essentiellement les réseaux de la récompense et en l'occurrence la dopamine, que la dopamine ne favorise pas la réflexion, elle invite plutôt à agir et à agir et à agir encore, alors que mobiliser par exemple les réseaux sérotoninergiques favorise la réflexion à long terme. Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir d'autres activités que les réseaux sociaux. On ne sait pas encore comment le cerveau humain va évoluer face à ces nouveaux outils. C'est un petit peu tôt. On a des générations qui commencent à arriver, si j'ose dire, à maturité en étant nés au début des années 2000. Mais comme ces phénomènes-là ont explosé au cours des 10 dernières années, je pense qu'il faudra encore quelques années pour se faire une idée de là où ça conduit. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a énormément de gens, et pas que des étudiants ou des jeunes d'ailleurs, qui présentent des signes de dépendance au smartphone, c'est-à-dire qu'on a bien atteint quelque chose qui est de l'ordre de l'addiction et du mécanisme dopaminergique Tout qui à fait. vient réduire le sens de l'analyse. Ça, c'est déjà là. Comment ça va évoluer, c'est un peu tôt pour le dire. Et il y a quand même plein de choses qui peuvent permettre d'éviter ça. Euh, L'apprentissage de l'histoire, par exemple, la lecture seraient des outils intéressants pour mobiliser un peu différemment l'attention. Il y a beaucoup d'enjeux dans tout ça et pour moi, un des enjeux les plus préoccupants, c'est pas seulement les réseaux sociaux, c'est l'IA. Pour une raison simple, c'est que l'IA a tendance à fonctionner en moyenne sur la base des données qui lui sont fournies pour son apprentissage. Or, on se doute bien que quand on parle de désinformation, pour l'instant, il n'est pas certain que l'IA soit spécialement éduquée avec des études universitaires sur la désinformation, mais aussi avec plein de fake news et de désinformation qui circulent sur les réseaux. Donc, on peut se retrouver, et c'est un des enjeux pour moi les plus graves aujourd'hui, c'est d'imaginer que quand on utilise l'IA sans avoir un appareil critique, on a accès à la connaissance. Sans appareil critique, on a accès à un grand n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment dramatique. Et alors, pour les étudiants qui ont pris l'habitude de faire leurs devoirs, c'est super d'utiliser l'IA pour défricher un sujet, pour aller chercher un certain nombre de données, etc. Mais ça a plein de défauts. C'est qu'on trouvera toujours des arguments qui viennent confirmer ce qu'on pense, alors que réfléchir, ça devrait aussi être aller chercher à contredire ce qu'on pense. Et puis, d'autre part, il y a énormément d'informations qui vont être fausses et les IA qui hallucinent et qui nous donnent ce qu'elles pensent qu'on a envie d'entendre, puisqu'elles sont là pour nous faire plaisir, plus que nous, pour nous informer sérieusement, a-t-on parfois l'impression. Donc, comment les cerveaux vont évoluer avec ça? On a déjà des images de l'activité cérébrale en utilisant l'IA par rapport à lire et écrire et on voit que c'est pas tout à fait le même développement neurologique. Si on fait l'effort d'analyser, de vérifier, etc., on va redévelopper de la réflexion. Donc l'outil n'est pas un problème, c'est l'usage de l'outil le problème. Pour moi, le problème, c'est pas qu'il y ait des gens qui pensent différemment de nous et qu'on n'ait pas envie d'entendre. Le problème, c'est que la radicalisation des opinions fait qu'on ne peut plus entrer en relation avec des gens qui pensent différemment de nous parce qu'il n'y a plus d'espace de débat, de dialogue et de négociation entre des points de vue. Il n'y a que des affirmations et des invectives. Donc, je vais me couper de ces personnes, mais ça ne me gêne pas qu'on soit en désaccord. Ce qui pose problème, c'est pas qu'on soit en désaccord. Et je pense que pour beaucoup de gens, le problème, c'est pas le désaccord, c'est la radicalité, la violence avec laquelle les opinions s'expriment. C'est pas la même chose de dire ah ben non, je pense que telle ou telle mesure n'est pas appropriée par rapport à mes propres valeurs et je m'opposerai à ça.
c'est une chose, et ça en est une autre de dire tous ceux qui pensent pas comme moi doivent être arrêtés, condamnés, sont des criminels, sont des menteurs, sont des voleurs. Forcément, si je suis confronté à des interlocuteurs qui ont ce niveau de radicalité, je vais m'en couper parce qu'en fait, ça devient une forme de violence psychique à laquelle je suis confronté. C'est-à-dire que je n'ouvre pas mon téléphone ou mon ordinateur ou mes réseaux sociaux pour me faire agresser. Donc, si je vis des postes comme de la violence, je vais m'en couper. Si les gens avaient des, euh, des participations plus interrogatives, plus nuancées, plus ouvertes au débat, je ne suis pas sûr qu'on aurait le même besoin de s'enfermer dans une bulle avec des gens qui pensent que comme nous. Peut-être même qu'on trouverait intérêt à débattre de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Ce qui est quand même, c'est important le mot débattre. Ça veut dire ne pas se battre. C'est apprendre à trouver une autre façon de communiquer que la violence. Pour moi, l'enjeu, il est plus là dans le niveau de polarisation, dans l'absence de nuances de la communication, qui fait que tous ceux qui pensent pas comme moi sont mes ennemis. Je ne sais pas si ça fait sens. Et pour revenir au biais cognitif, oui, il y a plein d'enjeux, bien sûr. C'est plus je suis exposé à des gens qui pensent comme moi, plus je me conforte dans l'idée que ce que je pense est la vérité. C'est une évidence dramatique. C'est-à-dire que on devrait toujours se confronter à des gens qui pensent pas comme nous. Encore faut-il qu'ils ne pensent pas comme nous avec des sources qui soient des faits et non pas des inventions qui traînent sur les réseaux. Le problème, c'est pas de croire quelque chose de faux, c'est de s'arc-bouter contre le démenti parce qu'on tient absolument à continuer à avoir raison, parce qu'en fait, on est en révolte, par exemple, contre l'establishment. Ce que je veux dire par là, simplement, c'est que c'est pas grave de se tromper. Le problème, c'est pas de se tromper, c'est de transformer son erreur en argument idéologique. C'est-à-dire de chercher, par biais de confirmation, de s'enfermer dans son erreur, plutôt que de reconnaître qu'on s'est trompé, en fait. On a tous le droit de se tromper. Le problème, c'est pas, ça date du latin, hein, c'est pas l'erreur qui pose problème, c'est de persévérer dans l'erreur. C'est une vieille histoire, c'est humain de se tromper. Mais on doit être en capacité de se remettre en question. Et c'est là qu'on tombe sur le biais de confirmation qui effectivement pose un problème, puisque changer d'avis, ça nous fait mal. On s'attache à nos opinions comme on s'attache à nos amis, et du coup, quand on perd l'attachement qu'on avait à une opinion, on le vit comme une souffrance. Il faut apprendre à tolérer cette souffrance de se remettre en question. De la même façon, si on parle du biais de science, on a tendance à croire davantage aux choses parce qu'elles nous marquent émotionnellement. Mais c'est presque le signe, c'est pas systématiquement, mais c'est très souvent le signe que quelque chose est faux quand ça nous marque émotionnellement. Parce que quand on veut faire de la désinformation, évidemment qu'on va choisir des choses qui marquent émotionnellement. Donc c'est important d'apprendre à prendre de la distance de son émotion pour aller questionner ce qui déclenche notre émotion. C'est pour ça que les vieilles recettes fonctionnent toujours, en fait. Notre cerveau, je cite aussi beaucoup Kahneman en formation parce que avec Daniel Kahneman et Amos Tversky ont mis en évidence que notre cerveau est loin de n'être que rationnel. Il est, euh, il est truffé de biais, en fait. Et ces biais sont extrêmement utiles pour décider rapidement et économiser de l'énergie. Mais ils sont parfaitement inadaptés pour prendre des décisions rationnelles dans une multitude de cas, parce qu'ils favorisent la surreprésentation de certaines choses. Par exemple, si c'est spectaculaire ou si c'est facile d'accès, ben, j'ai tendance à croire que c'est plus vrai que si j'ai du mal à avoir accès à l'information ou si elle me touche pas émotionnellement. Ça n'a pas de sens, en fait. Y a un biais de cadrage qui est assez magique, c'est un des plus fous, je trouve. Il y a plein de gens qui sont prêts à subir c'est dans Système 1, Système 2 de Kahneman, c'est une de leurs études. Euh,
il y a plein de gens qui sont OK pour subir une opération où il y a 90% de réussite, mais ils sont pas prêts à subir la même opération s'il y a 10% d'échec. Ça dépend vraiment si on focalise l'attention sur la réussite ou sur l'échec, en fait. Et c'est là qu'on arrive sur les biais de cadrage qui sont liés à l'amorçage, en fait. Où est-ce que mon attention est orientée? Par quoi est-ce qu'elle est orientée? Par ce qui me fait peur ou par ce dont j'ai envie? Contrairement à l'idée que se font un certain nombre de contemporains, oui, les médias professionnels tenus par des journalistes professionnels obéissent à des intérêts économiques. Et oui, ils font des erreurs. Et oui, ils orientent l'attention dans certaines directions plutôt que dans d'autres. De facto, depuis toujours, l'information a toujours servi le capital qui la finance. Ça fait partie de son histoire. Le premier journal, c'était un journal financier, hein. Donc, je veux dire, c'est ancien, cette histoire-là. Mais pour autant, les sources, entre guillemets, alternatives ou de réinformation, non seulement ne sont pas plus fiables, mais le plus souvent, elles le sont moins. C'est-à-dire que le plus souvent, on va retrouver dans ces médias non professionnels des informations, on devrait le dire en un seul mot, des informations qui n'en sont pas. Il y a une seule règle dans l'information, c'est est-ce que on décrit des faits ou est-ce qu'on décrit quelque chose qui est imaginaire? Si c'est imaginaire, si ça n'est pas des faits, ça n'est pas de l'information, c'est de la fiction. Or, aujourd'hui, ce qui circule le plus sur les réseaux au sens large, c'est de la fiction. C'est pas de l'information. C'est coûteux de vérifier de l'information. Il faut des gens qui soient présents sur place. Il faut des gens qui soient en capacité de lire des rapports de recherche. Il faut, je veux dire, si on veut parler de politique internationale, il faut non seulement se farcir plein de rapports économiques, plein de rapports de recherche sur l'armement de tel pays, sur l'économie de tel autre, mais il faut avoir l'appareil critique pour pouvoir lire entre les lignes à quels endroits on est manipulé. Alors, contrairement à ce qu'on imagine, les sources d'État, en tout cas dans les pays, dans les grandes démocraties occidentales, sont plus fiables qu'on ne l'imagine, parce que ce qui fait souvent que nos États fonctionnent, c'est qu'on a des fonctionnaires qui sont exigeants avec leurs fonctions, qui ont le sens du service public. Oui, il y a des salopards partout, mais il ne faudrait pas sous-estimer la valeur des gens qui travaillent à l'INSEE ou à l'INSERM ou dans quantité d'autres organismes d'État et qui sont là pour servir le bien public, en fait. Ça paraît, on est au 21e siècle et qu'on en vient à la nécessité de réhabiliter l'État parce qu'il est tellement discrédité depuis des décennies, parce que ben là encore, un biais de science, on montre ce qui dysfonctionne, et du coup, notre attention est focalisée sur ce qui dysfonctionne plutôt que sur ce qui fonctionne. Je veux dire, on ne peut pas faire de l'élite bashing en permanence, en fait. C'est euh, les gens font la plupart du temps leur métier du mieux qu'ils peuvent, qu'ils soient médecins, psychologues, journalistes, dentistes, plombiers, agriculteurs. La plupart des gens font de leur mieux. Et je pense que si on pouvait réinvestir un peu de confiance dans l'espèce humaine à cet endroit-là, on se rendrait compte qu'il n'y a pas de raison que parce que quelque chose est dit par un média professionnel, mainstream, comme on dit, ce soit nécessairement faux ou incomplet. Bien sûr, tout est toujours orienté. En fait, la différence entre les bonnes sources d'information et les mauvaises, c'est que les bonnes sources d'information nous manipulent parce qu'elles nous montrent et ce qu'elles ne nous montrent pas, alors que les mauvaises nous montrent du faux. Il y a toujours de la manipulation, consciente ou inconsciente. Parce que de toute façon, on va étudier dans des écoles, on est formaté à un certain type de discours, on vit dans un milieu social où il y a des tendances intellectuelles et culturelles qui sont ce qu'elles sont, toujours. Il y a toujours une pensée dominante, mais il y a de la conscience professionnelle quand même.
Et il y a un appareillage et il y a une compétence qu'il ne faut pas sous-estimer. Le gros problème, c'est que les mauvaises sources d'information publient du faux. Les bonnes sources d'information ne publient pas tout le vrai, si j'ose dire. Quand je vois le temps qu'on passe sur les téléphones, en moyenne plus de 3 heures par jour, et le temps qu'on passe devant les séries télé, je pense qu'il nous reste du temps pour lire, en fait. C'est simplement que lire récompense moins le système dopaminergique que recevoir des likes sur un Facebook. Il y a aussi des choix à faire, en fait. Parce que je ne sais pas quelle est la moyenne aujourd'hui de temps passé sur les réseaux sociaux, mais je suis à peu près sûr qu'elle doit dépasser plusieurs heures chez un grand nombre de personnes. Donc ça vient poser des questions de comment on alloue son temps aussi. Et oui, ça demande un effort. En fait, tout ce qui nous fait du bien tente à demander des efforts. C'est malheureusement, et je dis ça en ayant été très longtemps un partisan du moindre effort, enfin très longtemps autour de l'adolescence en tout cas, mais ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait avancer demande des efforts, parce que l'effort, c'est ce qui nous permet de développer des compétences en fait, qu'elles soient sportives ou intellectuelles, c'est pareil. En fait, je crois que l'enjeu, il est avant tout éducatif, que s'il y a un endroit où les gens peuvent faire quelque chose, c'est dans l'éducation de leurs enfants. On sait parfaitement, ça a été largement documenté, qu'un des meilleurs prédicteurs de réussite sociale chez les enfants, c'est leur capacité à résister à l'impulsion d'une gratification immédiate. Parce que ça développe le cortex préfrontal et que ça augmente la capacité de contrôle. Donc, on a intérêt à apprendre le goût de l'effort à nos enfants et à récompenser le goût de l'effort plutôt que de les que d'être indulgent face à leur passivité. Ça, c'est notre rôle d'adulte face aux générations qui viennent, je crois, d'enseigner le goût de l'exigence, de montrer ce que ça permet. Et là, l'IA, elle nous pique bien les fesses, hein, parce que la capacité qu'on a à produire rapidement des contenus intelligents en apparence avec l'intelligence artificielle est assez terrifiante. Mais si on n'a pas l'appareil critique pour vérifier, orienter, analyser, modifier, c'est pas des contenus intellectuels, c'est, comme disait Casimir dans mon enfance, du gloubi-boulga. L'information est devenue un champ de bataille majeur. Is many different worlds, so many different souls, and we just but we live different lives. Et je pense que c'est vraiment important de comprendre ça et de le comprendre le plus loin possible parce que, comme le disait Hannah Arendt, et on en arrive à se poser des questions sur le totalitarisme, pour qu'une dictature advienne, il suffit que les gens ne sachent plus quoi penser. Le problème, c'est pas l'idéologie, le problème, c'est l'incapacité à s'orienter dans un monde dans lequel on ne comprend plus rien. Parce qu'à ce moment-là, on se précipite sur ce qui paraît le plus simple et qu'on comprend, même si c'est faux. Du moment que c'est faux, mais rassurant et que c'est simple, on est prêt à admettre ça. L'enjeu, il a vraiment pas changé. On a augmenté la connaissance humaine et on a augmenté en même temps la complexité à comprendre le monde. Et on se retrouve finalement avec des mécanismes qui sont assez peu différents de quand il y avait juste la rumeur, en fait. Les réseaux sociaux, ça n'est ni plus ni moins que de la rumeur super puissante. Au fait, c'est
c'est toujours la même chose. Par exemple, là, on est sur une technique qui est celle de la synchronisation qu'on connaît en PNL comme en hypnose. Montrer qu'on ressemble, c'est une façon de faire partie d'eux et d'avoir accès à la subjectivité de l'autre. Les vieilles techniques de rhétorique marchent encore, en fait, hein, puisqu'elles ne font que décrire le fonctionnement de l'esprit humain. Simplement, aujourd'hui, elles ont des extensions numériques qui les rendent aussi puissantes que, par exemple, un télescope rend l'œil humain ou un microscope rend l'œil humain plus puissant. C'est pour comprendre en fait ce qui se passe, c'est juste ça. La technologie ne fait que amplifier des choses qui étaient déjà là. Parce que le faux, ça a toujours existé aussi. Il y a toujours eu des rumeurs, de la désinformation politique dans des États ennemis ou pour prendre le pouvoir. Il y a rien de nouveau en termes de mécanisme. Ce qui est nouveau, c'est l'amplification liée aux outils. Et le fait que plus il y a d'informations, moins on comprend, paradoxalement. Parce que qui a l'appareil psychique pour comprendre le déluge d'informations auxquelles on a accès? C'est le risque, en fait, c'est que les études se fassent de plus en plus en utilisant l'IA, que les articles se fassent de plus en plus en utilisant l'IA et qu'au bout d'un moment, l'IA se mette à tourner en boucle sur elle-même parce qu'elle n'est plus nourrie par la pensée humaine, par du vrai questionnement. Et un vrai mot de la fin, c'est soyez curieux, en fait. Soyez curieux et cherchez la nuance. Soyez curieux et cherchez la nuance. Les choses sont généralement plus compliquées que ce qu'on pense. Encore un biais qui nous tue, si j'ose dire, c'est le biais de raisonnement dichotomique. Les choses sont vraies ou fausses, bonnes ou mauvaises, bien ou mal. En fait, il y a besoin d'énormément de nuances. Par exemple, dans un article, dans un site ou un article ou une communication dans laquelle il y a de la désinformation, il y a généralement une bonne moitié d'informations qui sont vraies. Tout n'est pas acheté. C'est comme ça que ça marche. On fait de la désinformation en utilisant de la vraie information et en la mélangeant avec de la fausse. Donc c'est important de développer son sens critique, d'apprendre à aimer la nuance, de se méfier des jugements à l'emporte-pièce. Si on fait ça, on a une chance de résister. Mais il va falloir qu'on s'y mette tous.